Merci à tous de regarder Héritage Télévision. C'est la grande édition du journal. Voici le titre. Plus de 500 000 personnes vivent avec le VIH-Sida en République démocratique du Congo. C'est les chiffres rapportés par la directrice de l'ONU-Sida en RDC à l'occasion de la journée mondiale de cette maladie célébrée. C'est lundi, c'est justement mercredi 1er décembre 2021. Et puis dans la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire du Nord, le lieutenant-général Dima Constant, vient de signer l'arrêté portant fixation des frais de scolarité pour l'année 2021-2022. Les frais scolaires varient entre 45 000 francs à 150 000 francs congolais par trimestre. C'est tout pour les titres. À la une de l'actualité, la République démocratique du Congo compte actuellement environ 510 000 personnes vivant avec le VIH-Sida, dont 300 000 femmes. C'est les chiffres rapportés par Suzanne Kassédi, directrice de l'ONU-Sida en RDC, à l'occasion de la journée mondiale qui est célébrée justement ce mercredi. Les détails avec Jean Bayo, regardez. Plus de 300 000 PVV sont de femmes, un peu plus de 125 000 sont de hommes et environ 70 000 sont des enfants. Suivant Suzanne Kassédi, en 2020, 20 000 personnes ont été nouvellement infectées par le VIH, ce qui remonte le chiffre actuel à environ 510 000 personnes vivant avec les virus, dont 17 000 décès, à en croire la même source. Par ailleurs, ONU-Sida note des progrès en RDC. Environ 75% des adultes vivant avec le VIH ont été dépistés et connaissent leur statut VIH. Et 74% de PV-VIH sont maintenant sous traitement antirétroviral. Cependant, environ 22% de l'ensemble de personnes vivant avec le VIH ont leur charge virale supprimée. Plus de 174 millions de dollars ont été alloués par le Fonds mondial pour soutenir la riposte au VIH entre 2020 et 2022 et plus de 105 millions ont été mobilisés par la COP21 d'IPEPFAR. Cette organisation des Nations Unies appelle à cette occasion les gouvernements congolais à s'assurer. Restons toujours sur ces mêmes chapitres. La journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida vécue dans la province du Katanga. L'autorité provinciale a présidé la cérémonie ce mercredi 1er décembre dans l'enceinte du complexe scolaire Kiwele. Mais bien avant, Jacques Diablakatoui avait lancé la campagne d'opération gratuite des enfants drépanocytaires de la province que préfèrent aux cliniques universitaires. C'est un reportage signé Esther Diour et Basile Blal. En lançant cette campagne d'opération gratuite, Jacques Diablakatoui vient ainsi de redonner un espoir aux enfants drépanocytaires du Haut-Katanga et également de matérialiser le vœu du chef de l'État, celui d'améliorer les conditions de vie de sa population. La campagne ici, c'est la première, mais ça ne sera pas la dernière. Elle est financée par le gouvernement provincial et donc nous sommes attentifs aux cris de détresse de notre population. Comme nous l'a recommandé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de travailler pour le social de notre population. Le social de la population, certes, c'est donner à manger, c'est de se rassurer de la qualité de l'eau, l'électricité, l'éducation, mais plus aussi la santé de nos enfants. Cette campagne est un offre de soulagement pour cette femme dont sa fille était victime d'un AVC à l'âge de 2 ans et sera aujourd'hui soignée grâce à la bienveillance de l'autorité provinciale. Profitant de la présence du gouverneur dans cette structure sanitaire, le médecin directeur des cliniques universitaires lui a remis un mémo contenant toutes les difficultés liées au fonctionnement de cet hôpital. Jacques Diablakatoui a promis de tout mettre en œuvre pour la bonne prise en charge de ses administrés. Le numéro 1 du Haut-Katanga procédera par la suite à l'ouverture officielle des activités liées à la commémoration de la 33e édition de la Journée mondiale du sida. Sous le thème « Mettre fin aux inégalités et s'engager sur la bonne voie pour mettre fin au sida d'ici 2030 ». Jacques Diablakatoui a, dans son mot, dit toute son indignation quant au nombre des personnes infectées et a appelé la population à plus de responsabilités. C'était avant de rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de ses actions. Après un tour de stand érigé dans l'enceinte du complexe Kiwele par différents partenaires dans la lutte contre le VIH-Sida, le gouverneur a prêché par l'exemple en se faisant dépister. Avant de refermer ces chapitres relatifs à la santé, la province du Haut-Katanga et les provinces environnantes seront bientôt dotées d'un dépôt des vaccins et autres intrants secs.
Le chef de l'exécutif provincial a posé la première pierre pour la construction de cette zone logistique à l'hôpital général Jason Sendui. Jacques Tablakatoui a remis également ces mêmes jours les bureaux de la MONUSCO à l'UNICEF. Reportage. La construction de ce dépôt des vaccins et un tronc sec dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Jason Sendui est le fruit de la coopération entre le gouvernement provincial du Haut-Katanga et l'UNICEF. C'est sur une superficie d'1 hectare que sera érigée cette zone logistique dont la première pierre a été posée par le gouverneur Jacques Tablakatoui, suivi de l'échange des contrats et titres de construction. Ce dépôt va mettre fin au manque répétitif des vaccins dans toutes les provinces environnant le Haut-Katanga. Vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut voir néanmoins 75% d'enfants vaccinés. La santé, c'est la préoccupation majeure du président de la République qui veut à tout prix que les enfants soient en bonne santé. Et nous aussi au niveau de la province, notre projet de société, c'est d'améliorer les sociales, de veiller sur les sociales. Et veiller sur les sociales, c'est voir aussi la qualité des soins que nous administrons à nos enfants, mais c'est aussi d'être en mesure de conserver les vaccins, de sorte que tous les enfants aient leur vaccin, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'exécutif provincial remettra aussitôt après les bureaux de la MONUSCO à l'UNICEF. Geste apprécié par le représentant de l'UNICEF qui a exprimé sa gratitude au gouverneur de province pour avoir accordé un bon cadre de travail à son organisme. Édouard Beigbeder a par ailleurs indiqué que cette remise des bureaux à l'UNICEF dénote de l'importance que le gouvernement congolais accorde aux enfants. C'est par la visite des installations du bâtiment que cette cérémonie sobre qu'elle aura été a pris fin. Tout à fait autre chose à présent dans ces journaux. Dans la province du Kasaï, les officiers subalternes et supérieurs de la police nationale congolaise, commissariat du Kasaï, ont porté officiellement leur grade hier mardi à Chikapa. C'était au cours d'une cérémonie de prise d'armes organisée par le commissariat de la PNC. L'activité a eu lieu au stade des Kanzala, situé dans la commune portant le même nom. Ces officiers sont ceux qui étaient élevés il y a peu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Solène Toumba-Moufika est notre correspondant. Élevé récemment par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, les officiers de la PNC ont porté leur grade ce jour au terme d'une cérémonie présidée par le chef de l'exécutif provincial, Maître Dieudonné Pieme Toute-Côte, à côté du commissaire provincial de la PNC Kasaï, général Dieudonné Ondimba Okito. Dans la tribune du stade de Kanzala, l'on peut constater la présence des honorables députés provinciaux, de membres du gouvernement provincial, ainsi que de plusieurs autres personnalités invitées pour la circonstance. Après la parade mixte PNC-FRDC, le chef de l'exécutif provincial, conjointement avec le commissaire provincial de la PNC, ont procédé au port de grade des officiers subalternes et supérieurs sous une ambiance particulière. À cette occasion, Maître Dieudonné Pieme Toute-Côte a saisi l'opportunité pour prodiguer quelques conseils aux heureux promis. Ne plus entendre parler de C4 ou de toute autre force destinée à déstabiliser les citoyens et à mettre les citoyens à l'insécurité. Il va être difficile, je le sais. Il va être compliqué, je le sais. Mais c'est pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça que nous sommes là. Sécurité pour le peuple, la sécurité en faveur du peuple, le peuple d'abord et le peuple en faveur. Il faut noter que faisant d'une pierre deux coups, le numéro 1 de la province du Kasaï a remis officiellement les instruments de musique appelés communément fanfare, acquis sur fonds propres du gouvernement provincial, chose qui n'a jamais existé depuis la création de cette province. Le défilé des troupes a marqué la clôture de cette activité. Ces journaux se poursuivent dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Constant, vient de signer l'arrêté portant fixation des frais de scolarité pour l'année 2021-2022. Les frais scolaires varient entre 45 000 francs à 150 000 francs congolais par trimestre. La participation aux épreuves de fin d'études primaires est gratuite. Je vous prie de suivre ici l'extrait de cet arrêté du gouverneur qui est lu par le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole du gouvernement provincial, dans ses propos recueillis par notre correspondant sur place. Les frais de Minerval sont fixés à 1 000 francs congolais au niveau par élève et par an au niveau de l'enseignement maternel, de 7e et 8e de l'enseignement de base du cycle court
et des humanités. Les frais de bulletins scolaires sont fixés à 1000 francs congolais par élève et par an au niveau de l'enseignement maternel, de 7e et 8e de l'enseignement de base, du cycle court et des humanités. Les frais de la carte nationale d'identification de l'élève sont fixés à 1000 francs congolais. Le seuil minimal et le seuil maximal des frais d'appui au fonctionnement des écoles maternelles et secondaires du secteur public et aux besoins de l'enseignant sont fixés et repartis de la manière suivante. 1. Seuil minimal, 45 000 francs congolais par trimestre. 2. Seuil maximal, 150 000 francs congolais par trimestre. Ces frais concernent les cycles ci-après. Enseignement maternel, cycle terminal de l'éducation de base, enseignement secondaire normal, c'est-à-dire les sections pédagogiques, scientifiques, philo, latin, etc., etc., et enseignement secondaire technique, toutes les sections confondues. Les frais de participation aux épreuves de fin de cycle primaire sont interdits pour les établissements publics. Les frais de participation au test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENASOC, ainsi au jury national du cycle court et de l'examen d'État seront fixés ultérieurement. Tout gestionnaire de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique qui exigera les frais autres que ceux prévus par le présent arrêté provincial sera passible des sanctions disciplinaires et judiciaire. Revenons à présent ici dans le Katanga. Le gouverneur de province Jacques Tiablakatoué a effectué hier mardi une visite sur le site minier de Chinkolobwe. Jacques Tiablakatoué est allé se rendre compte de l'évolution de travaux, des renforcements, des mesures de sécurisation de ces sites. Basile Belali. Pour cette deuxième visite à l'espace d'un mois à Chinkolobwe, l'autorité provinciale est allée s'assurer de l'exécution de mesures de protection de ce site, mesures qu'il a initiées récemment, accompagné du vice-gouverneur, de quelques ministres provinciaux et membres du Conseil provincial de sécurité. Jacques Tiablakatoué est accueilli par la brigade mixte FARDC-PNC qui sécurise ce site. Le gouverneur du Haut-Katanga va recevoir les explications sur la façon dont ces mesures ont été exécutées et va faire lui-même le tour du site pour s'en assurer. Sur son parcours, le chef de l'exécutif provincial constate que le grand tranchée de 3,5 mètres de profondeur ont été construites et de bornes fixées autour de l'ensemble du site régorgeant de l'uranium et d'autres matières radioactives. À ce stade, il faut dire que nous sommes satisfaits du travail qui vient d'être fait ici. Ça montre clairement que le site de Chinkolobwe est totalement sécurisé. Et personne ne peut prétendre que le site est exploité. Non, pas du tout. Donc nous avons l'assurance maintenant que le site est sécurisé, mais nous allons continuer à intensifier avec la surveillance. Les éléments de FARDC, PNC sont autour du site pour surveiller toute entrée. Aucune voie ne va désormais donner accès à l'intérieur du site de Chinkolobwe et le gouvernement Kiaboula tient à y veiller même par le moyen de la vidéosurveillance. Autre titre à présent, dans la ville de Likassi, plusieurs artères de la ville subissent actuellement des travaux de réhabilitation et de modernisation. Le gouverneur de province, Jacques Tiablakatoué, y a effectué une visite d'inspection en compagnie des députés provinciaux élus de cette ville. Basile Bilali, une fois de plus. Le boulevard de l'indépendance de Likassi est en pleine transformation. Une partie de sa première voie à double bande a déjà reçu la couche de base et la seconde est en plein compactage pendant que les voies d'évacuation d'eau sont en cours de construction. Le gouverneur Jacques Tiablakatoué, accompagné le ministre provincial des infrastructures, a fait visiter cette artère aux élus de la ville montagneuse. La délégation s'est rendue au niveau de la cathédrale Sacré-Cœur dans la commune de Kikula où un autre tronçon est en réfection. Le gouvernement provincial a lancé des travaux d'urgence pour parer aux embouteillages occasionnés par le passage de poids lourds. Il a été décidé par son Excellence Monsieur le Gouverneur à ce que nous puissions faire en toute urgence une route de contournement comme celle de Lubumbashi. Il ne faut pas oublier que Lubumbashi a connu aussi le même problème.
et de la dégradation de la voirie urbaine qui était due à des traques de minerais. Et la solution était la route de contournement. Et depuis que nous avons fait la route de contournement, vous allez voir que la voirie de Lubumbashi est en train de respirer. Et c'est ce que nous allons aussi faire ici dans la ville de Likasi, dont les travaux vont commencer déjà le mois prochain, afin de pouvoir résoudre définitivement les problèmes de la voirie urbaine de Likasi. Une réaction du gouvernement bien reçue par les députés provinciaux. Nous félicitons la décision du gouvernement de faire une route de contournement en urgence. Ça veut dire qu'on va commencer à résoudre le problème pendant cette saison de pluie et la saison sèche de l'année prochaine, on va tout réhabiliter. Je dis à la population qu'il y aura un péage. Ce péage va concerner seulement les minéraux. Le pont Panda qui a été secoué suite au grand trafic fera l'objet d'une intervention du gouvernement provincial dans les prochains jours. La population de Likasi est appelée donc à faire preuve de patience pour voir les travaux s'achever et le trafic se normaliser. Avant de finir avec la première partie de ces journaux, nous allons parler information au-delà de nos frontières. Au Kenya, le variant Omicron incite à la vaccination massive. Alors que des cas de la nouvelle variante du coronavirus apparaissent, les vaccinations contre le coronavirus se multiplient. Suivez. C'est depuis le mardi à l'hôpital national Kenyatta à Nairobi que les habitants préoccupés par la détection de la nouvelle variante Omicron du coronavirus et par la mise en place de restrictions de voyage par le pays font les choix de la prudence, comme l'explique un résident local. J'ai entendu des craintes concernant la variante Omicron qui ravage le monde. Alors j'ai décidé de venir me faire vacciner, même si nous ne savons pas si le vaccin nous protégera de la variante, car le virus continue de muter et nous ne sommes pas sûrs qu'il nous protégera. Mais nous sommes venus nous faire vacciner pour apaiser nos craintes. Si les scientifiques sont encore en train d'établir le degré de dangerosité de cette nouvelle variante du virus, les Kenyans candidats à la vaccination ne souhaitent plus prendre de risques. D'après le secrétaire général du syndicat de médecins, pharmaciens et dentistes du Kenya, il n'est pas encore possible de signaler une résurgence du virus liée à la variante Omicron. Nous devrions également recevoir les vaccins au volant, sur les lieux de travail, dans les rues, dans les transports publics et même dans les clubs, afin de lutter contre ce virus particulier. Nous avons vu avec la souche précédente de Delta qu'en étant vaccinés, il y avait une grande protection contre la sévérité et nous pensons que cela pourrait également se produire avec cette souche particulière si des études supplémentaires sont menées. L'Union de médecins, pharmaciens et dentistes du Kenya encourage vivement les Kenyans à se faire vacciner et lance un appel au gouvernement pour améliorer l'accès aux vaccins. Place à présent au rappel de titre. Plus de 500 000 personnes vivent avec le VIH-Sida en République démocratique du Congo. C'est les chiffres rapportés par la directrice de l'ONU-Sida en RDC à l'occasion de la journée mondiale de cette maladie célébrée ce 1er décembre. Et puis, dans la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Dima Constant, vient de signer l'arrêté portant fixation des frais de scolarité pour l'année 2021-2022. Les frais scolaires varient entre 45 000 francs à 150 000 francs congolais par trimestre. Le journal des journaux, c'est tout de suite. La lecture des journaux parus ce 1er décembre en RDC, c'est avec vous, Donchita. Bienvenue. Merci, Ruth. À la une de votre revue de presse, le ministère des Finances combat Fachi. Oui, lutte contre le poche noir dans la capitale. Le ministère des Finances combat Fachi, écrit le journal. En 2011, on peut dire en tout cas dans cet article, la Banque africaine du développement BAD a fait un don de plus de 104 millions de dollars à la RDC pour permettre d'électrifier plusieurs endroits du pays avec la SNEL, avec une priorité appuyée sur la ville de Kinshasa, miroir de la RD Congo. Ces projets, comme on peut les voir, viennent apporter de l'eau au moulin du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui avait promis de lutter contre les poches noires dans la capitale. Mais pourtant, ces dons risquent de ne pas être utilisés par les pays à cause du manque de professionnalisme dans les traitements des dossiers. Une source introduite, poursuit ces journaux, dans le méandre de cette affaire, nous en a fait profiter dans le moindre détail. De quoi s'agit-il? À l'en croire, 6 projets étaient prévus dans ces programmes,
Et les tout derniers d'entre eux n'a pas encore été exécuté à cause de la lenteur administrative constatée tant du côté de la SNEL que de la BAD. Il s'agit d'un projet prévoyant d'installer 57 cabines électriques dans 8 communes de Kinshasa, notamment à Ngiringiri, Bumbo, Limete, Lemba, Kimbaseke, Maluku, et scellé pour un montant de 18,5 millions de dollars dont la procédure de passation de marché est en cours d'exécution. Donc, tu es avec l'appui des unités spéciales ougandaises, les FARDC à l'assaut des ADF. Oui, avec l'appui des unités spéciales ougandaises, les FARDC, à l'assaut de ZADF, titre les journaux La Prospérité. Ça en est donc fini avec les tergiversations. Les forces spéciales de FARDC, appuyées par les unités spéciales ougandaises, ont amorcé depuis hier, écrit ce journal, des frappes de longue portée. Puis le même hier, elles ont mené des opérations de fouilles et des contrôles des zones pour nettoyer et en même temps sécuriser les positions des ADF touchés par cette première série de frappes dont les bilans sera d'ailleurs connu ultérieurement. À l'assaut de position des terroristes des forces démocratiques alliées ADF situées à Kambi-Adjoua dans l'axe nord du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le FARDC, dans un communiqué officiel, annonce les débuts des opérations. Conformément à la planification, Africa News, qui poursuit en tout cas un communiqué de l'état-major, est venu dissiper tout malentendu, promettant en tout cas de rendre public le bilan de cette opération. Dans les prochaines heures, Kinshasa a fait part, lundi 29 novembre, d'une action concertée dictée par l'ampleur de la menace sécuritaire qui pèse sur les deux pays, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Mardi soir, un communiqué de l'état-major des FARDC signé de la main du porte-parole de l'état-major, en tout cas Léon Richard Kassongo, est venu confirmer la nouvelle et préciser le mode opératoire, indiquant que dans le cadre des opérations militaires concertées et ciblées précédemment annoncées, l'armée ougandaise s'est associée au FARDC pour détruire les bastions de terroristes ADF ciblés en République démocratique du Congo. L'Ouganda attaque des ADF à partir de Beni, s'exclame pendant ces temps le quotidien Forum des As, l'occupant l'Ougandais qui a encore en poche son plan de balkanisation de la RDC est encore entré en action le mardi 30 novembre. C'est l'état-major général de JEPDF, l'armée ougandaise, qui a annoncé hier avoir mené depuis son territoire des frappes par des tirs de l'armement lourd sur les campements des ADF en RDC. Côté Kinshasa, le gouvernement, par la voix de son porte-parole, Patrick Mouyaya, finit par reconnaître le fait pour les observateurs avertis. Il ne s'agit pas du tout des manœuvres conjointes entre les deux armées, comme c'était le cas en 2009, quand il n'y a pas une coopération commune pour ces opérations militaires. Dans ce cas, il s'agit plutôt d'une attaque de l'Ouganda contre la RDC. Kampala justifie les 3 attaques récentes sur son territoire menées par les combattants ADF cachés en RDC, d'où son droit de frapper. Dernier titre de votre journal des journaux, Congo Hold Up, Alinguete veut-il protéger Kabila? Congo Hold Up, Alinguete veut-il protéger Kabila, s'interroge en tout cas les tri-hebdomadaires Congo Nouveau. Dans cet article, on peut lire l'inspecteur général des finances protège-t-il l'ancien président de la République? A-t-il reçu de menaces ou des injonctions de ne pas trop s'hasarder dans un terrain très glissant? Au micro d'Alain Foka pour RFI et France 24, Jules Olinguete a pris une posture de prudence inhabituelle. L'enquête Congo Hold Up démontre preuve à l'appui comment égale société congolaise d'importation des boissons et des viandes tenues par de très proches de l'ancien président Kabila a bénéficié indûment d'au moins 43 millions de dollars des caisses de la République démocratique du Congo via un compte de la BGFI Bank, Forum des As, qui poursuit dans son éditorial comme un éclair de sagesse. Le déjà légendaire Jules Olinguete est un homme de mission en tant que tel. Ses voix sont insondables pour de monimité, en tout cas ensemble l'écrasante majorité des Congolais, hormis son patron naturel et une poignée de ses proches du premier siècle, ce que l'on appelle le tenant du pouvoir réel,
Aussi, lorsque l'inspecteur général des finances s'est prononcé sur certains aspects des Congo Hold-up, la sagesse commande-t-elle de ne pas tirer des conclusions hâtives selon la chapelle ou communier en tout cas seul dépositaire de secrets du régime possédant les codes pour décrypter les messages du plus redoutable et redouter les hauts fonctionnaires de l'État. Très belle revue de presse signée d'Anchita. Merci et à très vite. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, c'était les journaux de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi sur tous les continents africains, notamment à Nairobi, au Kenya. Je vous retrouve très prochainement. L'information reste en continu sur Héritage Télévision. À bientôt.